Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Inertia.js. Donc Inertia.js, ce n'est pas forcément en soi une librairie, je dirais que c'est plutôt un protocole qui va vous permettre de créer des single apps sans forcément avoir besoin de créer une API. Et ça fonctionne avec 3 frameworks front-end à l'heure actuelle qui sont Vue.js, React et Svelte. Alors pour mieux comprendre un petit peu le principe, ce que je vous propose, c'est d'aller dans l'application de démo. Donc vous pouvez aller ici dans Démo App et ils ont une petite application qui fonctionne sur Inertia. Donc cette application, si je me rends dessus, on peut s'y connecter, on peut naviguer, et on remarquera que la navigation se fait entièrement en single app, donc c'est vraiment que de l'Ajax. Maintenant, on peut se demander en quoi c'est particulier finalement Inertia. La première particularité, c'est que si on regarde le code source de la page, on va voir qu'il n'y a pas la structure HTML de base, mais on a simplement une div qui va avoir l'ID app, et qui aura une propriété datapage qui contiendra le composant que l'on souhaite charger, et ensuite les propriétés à envoyer à ce composant. Donc ça, c'est la particularité, c'est que c'est le back-end qui va envoyer les informations à notre front-end. Si je recharge ma page, mais en sortant mon inspecteur, je sors la partie réseau et je vais dans JS. Lorsque je charge la page, il va charger les premiers JS, donc c'est ceux qui sont dans cette page-là, et ensuite il va lire ce data-page, et il va trouver le composant à charger, et il va le charger automatiquement. Et ensuite, la page va enfin se générer. Lorsque je clique sur une nouvelle page, par exemple organisation, on n'a pas un rechargement complet de l'application. Il va simplement faire un appel Ajax. Donc si je vais dans l'onglet XHR, je vois ici qu'il a appelé Organizations. Et si je regarde le retour, on a un truc qui ressemble un petit peu au datapage de tout à l'heure. On a notre serveur qui a simplement renvoyé le composant à charger ainsi que les propriétés à envoyer à ce composant. Tout ça est envoyé au client qui va charger le bon JavaScript. Donc ici, il a chargé un nouveau composant. Et ensuite, le rendu côté client se fait. Ce qui va être intéressant, c'est que si par exemple on veut faire une petite recherche ici, si par exemple je tape balist et que je marque une petite pause, on va avoir un nouvel appel Ajax. Donc dans ma partie XHR, on a un nouvel appel Ajax avec la recherche et il n'a pas eu besoin de rafraîchir la totalité de la page parce qu'ici il a simplement une nouvelle propriété qui contient les nouvelles données. Il n'a pas besoin de recharger du JS parce qu'on a déjà le JS de ce composant-là et il a rafraîchi la page et les informations. Donc ça permet d'avoir en fait une application qui va fonctionner avec un framework front-end mais qui va être entièrement pilotée par le back-end. Alors maintenant, on peut se demander quel va être l'intérêt de ça. Alors je dirais qu'il y a deux cibles potentielles pour ce type de technologie-là. D'abord, les personnes qui sont déjà pas mal calées au niveau du front-end, qui savent peut-être créer déjà des applications avec des API et avec leur framework front-end préféré. Je dirais que pour ces personnes-là, finalement, Inertia va sembler un petit peu bizarre parce que ça va rajouter une surcouche qui n'est pas forcément nécessaire. Et en plus de ça, ça rajoute des communications avec le serveur qui sont pas forcément très pertinentes et eux vont peut-être préférer créer une API. Par contre, pour les personnes qui sont plus familières, je dirais, avec l'écosystème back-end, ce qui va être intéressant, c'est que ça va permettre de créer une application qui va être dynamique sans forcément avoir besoin de s'embêter trop au niveau de la stack côté front-end. C'est vraiment le serveur qui va piloter les choses, qui va choisir les données à envoyer et on ne va pas avoir besoin de créer une API, on ne va pas avoir besoin de s'embêter avec des communications, l'authentification, tout va être géré côté back-end avec Laravel ou Ruby on Rails. Donc ça c'est super sympa à ce niveau-là. Alors maintenant, quels sont aussi les inconvénients de cette approche-là? Le gros inconvénient, c'est que on n'a pas de rendu côté serveur. Donc si on l'utilise pour un dashboard, ça peut être très bien. Mais par contre, pour du front-end, ça va, pour plutôt une application qui va être publique, ça va pas être tip-top parce qu'on n'a vraiment aucune donnée dans la structure HTML, ce qui fait que c'est pas du tout référençable. L'autre souci, c'est que quand je charge la page pour la première fois, si je suis sur une connexion un petit peu lente, il faut d'abord charger la page qui va charger le JavaScript. Le JavaScript va parser la page, trouver le composant à charger, va charger le composant et ensuite rendre la page HTML. Donc ça sera infiniment plus long que juste charger la page HTML brute. Donc pour des dashboards, des trucs qui sont privés, ça peut être intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser que pour certaines pages. On peut avoir des pages qui sont classiques, statiques, générées côté serveur, et des pages qui vont être, elles, plus dynamiques, où là, on va mettre en place Inertia. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre les mains dans le code et de voir comment ça fonctionne dans un cas concret. Donc j'ai ici moi-même créé une petite application Laravel, donc c'est vraiment l'application de base, on a la petite page d'accueil et on va essayer de mettre en place Inertia et de voir comment ça fonctionne au niveau du code.
Donc comme je vous l'ai dit, Inertia va fonctionner avec deux frameworks back-end par défaut. Donc si on va dans la partie server-side, ça fonctionne avec Laravel et Rails, mais il faut savoir qu'il y a d'autres adapteurs pour d'autres technologies, mais ce ne sont pas des adapteurs officiels. C'est-à-dire que les créateurs des frameworks peuvent choisir d'implémenter, entre guillemets, ce protocole Inertia. Mais ça ne sera pas forcément quelque chose d'officiel. Donc nous, ici, on va faire ça avec Laravel, comme je vous l'ai dit. Donc la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va charger le JS et le CSS en utilisant Laravel Mix. Donc au niveau de mon template de base, d'ailleurs il n'y en a pas par défaut, donc on va aller le créer. Alors eux, ils s'attendent à ce qu'il y ait un template qui s'appelle app.blade.php, donc on va respecter ça, app.blade.php. À l'intérieur, on va copier le code qui est offert dans la documentation, mais vous voyez que c'est quelque chose de très très simple. Il charge un CSS particulier et un JavaScript. On remarquera juste ici la petite balise @inertia qui va permettre de démarrer le template Inertia. Donc c'est cette balise-là qui va être remplacée finalement par notre div qui va avoir l'ID app et qui aura ensuite les propriétés. Pour pouvoir utiliser ce petit helper, on va devoir installer Inertia dans notre application. Donc via Composer, on va faire un petit coup de Composer require inertia.js/inertia-laravel. Alors on me dit que j'ai pas de fichier composer.json, effectivement je ne suis pas dans le bon dossier, donc je vais me rendre un cran en arrière et je vais lancer mon composer require. Aussi, pour pouvoir compiler notre JavaScript et utiliser Laravel Mix, on va avoir besoin d'installer différentes dépendances. Donc d'abord, on a le webpack.mix.js qui précise avec quoi on va travailler. Alors moi je vais travailler avec du SASS, donc je vais mettre ici SASS, et on va charger le fichier resources/css/style.scss. Et on va aller le placer dans le dossier CSS. Ensuite, je vais retirer la partie post-CSS et on va utiliser aussi React. Alors ça fonctionne avec différents frameworks, vous pouvez l'utiliser avec Vue.js et Svelte, mais moi je vais ici choisir d'utiliser React, mais vous pouvez quand même suivre cette vidéo. On ne va pas forcément se focaliser trop sur React à ce niveau-là. Ensuite, je vais installer les différentes dépendances, donc je vais faire un coup de yarn, histoire qu'il installe tout ça. Et après, on va installer les dépendances liées à React, c'est-à-dire React et React-DOM. Donc on va faire un coup de yarn, add, React et React-DOM. Et ensuite, on installera Sass parce qu'on utilise justement le SCSS pour compiler nos assets. Donc yarn, add-d, Sass parce que c'est une dépendance de développement. Maintenant, on va pouvoir revenir à notre partie Laravel. Donc on va charger le middleware Inertia. Donc c'est ce middleware qui va se charger de détecter le type de page et en fonction de quoi, soit il va rendre notre page avec la div avec le data-page, soit il va répondre avec du JSON. Donc on initialise ce middleware via la commande php artisan inertia.middleware. Donc le middleware est créé automatiquement et ensuite on doit l'ajouter à notre application en modifiant notre kernel. Donc je vais modifier le kernel.php que l'on a dans app, et attention c'est le kernel HTTP, et dans la partie middleware, on va venir rajouter pour le middleware web, ici, notre handle inertia request. Maintenant, si on souhaite rendre une page et justement utiliser Inertia, il va falloir utiliser un système de rendu un peu particulier. Donc on va aller créer un nouveau contrôleur, donc je vais faire un php artisan make2.controller et on va l'appeler le home controller. Ce home controller, on va aller ensuite le modifier et on va lui dire d'avoir une méthode index qui va permettre de rendre justement la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, normalement ce que l'on ferait, c'est qu'on retournerait une vue et à l'intérieur on mettrait notre code. Dans le cadre d'Inertia, si on veut renvoyer une vue Inertia, il faudra utiliser la façade Inertia. Et on utilisera la méthode render dessus en lui précisant le composant. Alors là, on ne va pas rendre une vue, on va demander justement à notre front-end de charger un composant particulier. Alors nous, on s'imagine qu'on est sur la home, on va directement l'appeler home. Mais vous pouvez avoir des sous-dossiers si vous voulez vous organiser. Ensuite, on va pouvoir lui passer des données. Par exemple, moi, je vais lui passer le nom d'une personne, on va mettre name et on donnera ici John. Ensuite, je ferme bien, je ne fais pas d'erreur de syntaxe et je vais lui demander de charger index lorsque je me rends sur la page d'accueil. Donc, je vais modifier le fichier web.php et je vais lui dire lorsque tu te connectes à la page d'accueil, je veux que tu appelles le contrôleur homeController avec l'action index. Voilà. Donc, je vais maintenant essayer de charger ma page, donc je réactualise la page d'accueil, et on me sort une petite erreur parce que je n'ai pas lancé mon serveur de développement. Alors moi je veux le hot refresh, tout ça, donc au niveau de mon terminal, je vais faire un coup de yarn run hot.
et je vais split mon terminal au cas où j'ai besoin de taper de nouvelles choses. Donc vous voyez, il me dit que j'ai besoin de dépendances supplémentaires, donc je vais couper mon serveur, quoique il n'a même pas réussi à le lancer, donc ça c'est plutôt bien. Je vais copier ces différentes dépendances et les installer. Donc ça c'est classique, hein, ça ne dépend pas forcément d'Inertia. Il y a juste un petit souci, hop, sur les numéros des versions, on dirait qu'il n'aime pas trop ça, là. Je ne sais pas pourquoi il y a un point étoile. Donc on va installer sas-loader, on va installer resolve URL loader. Je ne vais même pas mettre les versions parce que je sais que ça fonctionne avec les dernières. Et ensuite, on a le React Refresh Webpack plugin. Donc ça permet de rafraîchir Webpack et React-refresh. Par contre, je ne sais pas s'il a besoin de SAS, s'il installe automatiquement, on va voir ça. Donc je relance un coup de yarn run hot et ça a l'air de fonctionner. Donc je réactualise ma page et je tombe sur une page blanche, ce qui est tout à fait normal à ce stade-là. Mais si je regarde le code source de ma page, on voit qu'on a notre lien vers le CSS et le JS et on a surtout notre div avec notre data page. Maintenant, il va falloir dans le JS charger Inertia pour lui demander de charger le composant qui correspond côté front-end. Donc dans la partie documentation, on va passer sur la partie client-side. La première étape, c'est d'installer la librairie. Donc on va installer inertia.js/inertia suivi de l'adapteur en fonction du framework que vous utilisez. Donc comme je vous le disais, vous avez la même chose pour Vue 3, Vue 2 et Svelte. Donc nous, on est sur React, on va prendre ça. Donc au niveau de notre terminal, on rajoute cette dépendance-là. Et ensuite, on va écrire notre code JavaScript. Donc dans la partie js-app.js, on va retirer le require bootstrap qui a été rajouté par défaut par Laravel et on va commencer à écrire notre code. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est importer un composant qui va s'appeler app et on l'importe depuis @inertia React. Donc cette ligne-là changera en fonction du framework que vous utilisez. Donc vous voyez, il y a différentes solutions. Ensuite, on va importer donc React parce qu'on va travailler justement avec React. Et on va importer la fonction render pour monter notre composant React au niveau de notre DOM. Et ça, on l'importera depuis React-DOM. On aura ensuite besoin de récupérer l'élément sur lequel on va brancher notre application. Donc nous, ça va être l'élément qui a l'ID app. Et on fera un document.getElementById et on récupérera l'élément avec l'ID app. On fera ensuite un render et c'est là que ça va être particulier. Donc là, on va rendre notre application. Donc c'est le composant de Inertia et on va le fermer tout de suite et on va le rendre dans l'élément. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va devoir lui passer la page initiale. Et la page initiale, c'est ce qu'il va pouvoir récupérer directement en parsant l'attribut data-page. Donc là, on fera un json.parse l.dataset.page. Ça permettra, lors du premier rendu, de pouvoir initialiser notre application. Maintenant, quand je vais cliquer sur un lien, il va avoir besoin de trouver dynamiquement le composant à charger. Donc pour cela, on va lui passer une seconde propriété qui s'appellera resolve component. Donc ça va être une fonction qui prendra en paramètre le nom du composant. Alors le nom, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part, c'est ce que l'on enverra lorsqu'on fera un inertia render. Donc par exemple, dans ce cas-là, ça sera home, et il devra automatiquement être capable de le charger. Donc pour cela, on utilisera un système de require asynchrone. Donc ici, on mettra un require, et on ira charger, donc dans le dossier, alors on peut l'appeler comme on veut, mais eux, ils conseillent de l'appeler page. En tout cas, ils mettent ça par défaut. Et ensuite, on mettra le nom de la page. Donc là, on va utiliser plutôt des backticks. Ce qui nous permettra d'interpoler un petit peu plus simplement. Et on mettra le nom, justement, de notre composant. Et on récupérera default. Alors, ils utilisent require dans la documentation, mais vous pouvez tout à fait utiliser un import dynamique. Tant que c'est supporté par Webpack ou l'outil qui va builder et bundler votre code, c'est bon, il n'y aura pas de souci. Donc si maintenant j'essaie de réactualiser la page, je me rends sur localhost 2.3000, on me dit can't resolve. Donc il n'arrive pas effectivement à trouver ce dossier-là. Donc je vais aller créer ici mon nouveau fichier. On va aller dans le dossier page et on va aller créer notre home.jsx parce que c'est un composant React. Je vais exporter par défaut une fonction qui va s'appeler home et qui retournera une div dans laquelle je mettrai hello world. Je sauvegarde, je reviens sur ma page et j'ai bien mon Hello World. Si on sort notre inspecteur, on va repartir dans l'onglet réseau. Si je réactualise la page, on voit que dans la partie JS, il charge app.js, il va charger React DevTool et dans le app.js, il va automatiquement charger notre composant. Et c'est ça qui permet de rendre la page. Alors maintenant, on aimerait bien peut-être aller sur une autre page. Donc on va s'imaginer qu'on crée dans notre Home Controller une seconde page. Donc on va faire une nouvelle fonction qu'on va appeler démo et on fera un return inertia
render et on va rendre un nouveau composant qu'on va appeler démo et on lui dira qu'on passe absolument à rien. Voilà, c'est juste pour tester. Je vais aller au niveau de mes routes charger cette route-là. Donc là, je vais mettre directement, lorsque j'appelle /démo, je veux que tu rendes le home controller et démo. Il va automatiquement essayer de charger le fichier demo.jsx, donc je vais aller le créer à ce niveau-là. Donc on va aller créer un nouveau composant qui va s'appeler demo.jsx. Et je vais m'inspirer de ce que j'ai fait pour la home, c'est très simple pour l'instant, et on mettra démo. Hop, 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 et démo au niveau du texte. Pour passer d'un composant à l'autre, on pourrait se dire il suffit simplement d'utiliser un lien. Par exemple ici, hop, je mets ça et je mets un petit lien en disant j'aimerais bien aller sur démo et on mettra démo. Si je recharge ma page et que je clique sur démo à ce niveau-là, on voit qu'il y a un rechargement total de notre application. On n'a pas vraiment une requête XHR. Donc si on souhaite faire des liens internes qui vont justement utiliser Inertia, il faudra utiliser un composant particulier qui est le composant Inertia Link. Ce composant, on doit l'importer. Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à taper Inertia normalement. Et on va l'importer depuis @inertia.js/inertia-react. Si vous utilisez d'autres frameworks, ça sera un import qui sera différent, mais on aura toujours un composant pour les liens. Si je me rends sur la page d'accueil maintenant, je réactualise, je clique sur démo, et on voit effectivement qu'on n'a pas eu un rechargement total de la page, on a simplement navigué sur démo avec une requête Ajax. Il a chargé cette page-là qui lui a dit justement ce qu'il devait charger. Donc il n'y a pas de propriété, mais c'est ce composant qu'il doit charger, et automatiquement il a affiché la page. Alors maintenant on se dit c'est bien sympa, mais là ça apporte pas grand chose. Alors ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez créer un layout qui va être partagé entre les différentes pages. L'avantage, c'est que vu que la navigation se fait côté client, ce layout pourrait conserver des choses. Donc au niveau de mon élément ici, je vais aller créer directement à la racine peut-être un nouveau fichier que je vais appeler layout.jsx. Et l'idée, c'est d'avoir notre navigation à ce niveau-là. Donc là, je vais faire un export, je vais exporter une fonction que je vais appeler layout, et cette fonction, elle retournera, par exemple, pour l'instant, on va mettre un fragment, et dans ce fragment, on va mettre un header. Dans ce header, on va avoir une navigation, et dans cette navigation, on aura des liens. Alors, vu que ce sont des liens internes, on mettra des inertia links, et dans ces inertia links, on pointera d'abord vers la page d'accueil, donc on mettra un slash ici, et on mettra accueil, et ensuite on aura un autre lien qui permettra de pointer, lui, vers notre page de démonstration, démo, et là on mettra /démo. Alors il faut savoir que si vous souhaitez générer les liens automatiquement, moi je les mets effectivement en dur ici, vous avez des solutions, mais elles font appel à une librairie tiers. Donc là je veux vraiment vous présenter Inertia, mais dans le cadre du routing, donc vous avez la possibilité, lorsque vous générez des URL, de le faire côté serveur. Donc quand vous envoyez des propriétés, vous les envoyez comme ça. Mais vous pouvez aussi choisir d'encoder de l'entièreté des routes, ce qui n'est pas forcément, enfin je trouve pas ça forcément foufou. Mais sinon, vous avez une suggestion avec la librairie Ziggy qui va vous permettre justement de faire ça. Mais nous, comme je l'ai dit, on va se concentrer vraiment sur Inertia ici. Mais si vous voulez explorer, voilà, ça peut être des pistes intéressantes. Donc je vais importer Inertia Link. Il va prendre au niveau de ses propriétés l'enfant à rendre. Et une fois que j'ai rendu mon header, je lui dirai juste en dessous, j'aimerais bien rendre justement mes enfants, donc mes différentes pages. Si ensuite je souhaite utiliser ce layout, au niveau de mon composant, donc là je vais le faire spécifiquement pour le composant Home, on a une propriété qui s'appelle Layout. On doit lui passer une fonction qui prend en paramètre le nom de la page et qui se chargera de rendre la page dans le cadre de son layout. Donc là, on mettra layout, le composant que l'on vient de créer. On lui donnera comme children la page, justement. Et ensuite, on peut lui donner d'autres informations, comme le titre, ce genre de choses. Et là, on va fermer, parce que nous, on n'a que notre propriété children. Si je me rends sur la page d'accueil maintenant, donc je réactualise, on voit bien qu'on a notre navigation. Je vais peut-être mettre ça sur le premier écran, ça vous permettra de mieux voir ça en live. On a bien notre navigation, et en dessous, on a notre page. Si je me rends sur la page démo, on n'a pas de layout dans ce cas-là, et du coup, il repart sur la page vide. Si vous souhaitez avoir un layout qui est persisté entre les pages, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire d'utiliser le layout par défaut. Donc là, ça va se gérer au niveau de notre application. On peut lui dire quand tu rends le composant à ce niveau-là, plutôt que de simplement retourner le point default, je vais prendre en paramètre le nom, et ensuite, je vais lui demander d'importer les choses. Alors, je vais plutôt utiliser la syntaxe import, voilà. C'est un peu plus naturel, donc j'importe ce composant. Ensuite, ça va nous renvoyer une promesse. Dans cette promesse, je vais récupérer le module. Et une fois que j'ai ce module, je vais pouvoir lui dire, au niveau du layout, en faisant un module.default.layout,
je veux que tu utilises la fonction qui enverra automatiquement le layout tout autour. Donc on va aller créer cette fonction dessus. Donc on va créer une constante layout qui prendra en paramètre la page et qui fera exactement ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc là, hop, je lui donne plutôt children et je lui donne notre page. Voilà, c'est le même code, sauf que je vais l'injecter à tous mes composants par défaut, comme ceci. Et après, je retourne mon module .default. Voilà. Bon, la syntaxe n'est pas folle, on s'y mélange un petit peu les pinceaux, mais hop, ici j'ai oublié l'import, ça permet de charger le layout par défaut pour toutes les pages. Ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que votre layout peut avoir un état particulier. Par exemple, je peux créer ici un état, donc on va l'appeler n7n, et on lui dira de faire un useState, et par défaut, tu auras la valeur 0. Je vais créer une constante qui va s'appeler increment, qui va permettre d'incrémenter la valeur, et cette constante, ça sera une fonction qui fera un set n, et qui retournera n plus 1. Ensuite, je lui dis, dans ma navigation, j'aimerais bien avoir, alors c'est un peu bizarre, mais un petit bouton, et dans ce bouton, je mettrai incrémenter. Et ensuite, je lui dirai, lorsque tu cliques sur le bouton, je veux que tu appelles la méthode increment. Et on s'imagine qu'entre parenthèses, on aurait le numéro qui correspondrait à l'incrémentation. Donc je sauvegarde, je regarde juste si j'ai pas fait des petites erreurs. Il a juste un problème avec le useState que je n'ai pas importé, effectivement, et on l'importe depuis React. Alors je ne sais pas pourquoi il veut importer depuis ce dossier-là, mais si maintenant je clique sur incrémenter, ça s'incrémente bien, et quand je me rends sur démo, on voit qu'on a persisté ces informations-là. Donc ce qui peut être super intéressant, c'est que vous pouvez par exemple avoir un header figé dans la page, ou des éléments qui vont être figés dans votre layout, par exemple un lecteur vidéo ou ce genre de choses, et tout au long de la navigation, vous allez garder ce layout-là. Et ça, ça peut être intéressant justement au niveau de cette approche-là. Aussi, en parlant d'état, il faut savoir que l'état va être conservé si vous chargez plusieurs fois la même page. Alors, on va revenir au niveau de notre home.jsx et on va mettre le même code. Et on va mettre le même bouton, voilà, juste en dessous. Hop, comme ceci. Donc si je reviens sur la page d'accueil, je vais réactualiser la page et importer le useState, qui ne va pas importer correctement, hein, hop, ce qui persiste, mais là je peux incrémenter ce bouton-là, et j'aimerais bien quand je clique sur accueil qu'il recharge la page. Alors vous avez la possibilité de lui demander de recharger la page tout en gardant justement l'état. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer qu'on va avoir un nouveau bouton, alors ça ne sera pas vraiment un bouton, mais ça sera un lien qui sera vers la page d'accueil, et on lui dira, j'aimerais bien que tu régénérer un nom. Alors plutôt que de mettre Hello World par défaut, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre Hello suivi du nom. Et la propriété name, on va la recevoir en propriété de notre composant. Automatiquement, vu que dans notre home controller, on renvoie name, il va utiliser ce nom à ce niveau-là. Si je réactualise ma page, on voit bien qu'on a Hello John. Au niveau de mon home.jsx, je vais peut-être le mettre en gras. Voilà. Donc si je clique sur incrémenter et que je clique sur régénérer un nom, ça va tout réinitialiser. Moi, j'aimerais bien qu'il conserve l'état. Donc, plutôt que d'avoir toujours le même nom, histoire de pouvoir voir justement s'il a rechargé les données, on va aller dans notre home controller et on va lui demander de générer une chaîne aléatoire. Ça nous permettra de tester le rafraîchissement des données et on va générer une chaîne de 10 caractères. Au niveau maintenant de mon home.jsx, si je souhaite conserver l'état de mon composant, il me suffit de rajouter au niveau de inertia link une simple propriété qui s'appelle preserve state. Donc ça c'est super intéressant, par exemple quand on va soumettre un formulaire, ça va nous permettre de conserver l'état de notre composant et si je clique sur incrémenter, je clique sur régénérer un nom et on voit qu'on a gardé l'état du composant mais qu'il a rechargé les propriétés que le composant a reçues parce qu'il a fait un nouvel appel côté serveur. Et donc là, je peux régénérer des noms tout en gardant justement l'état de mon composant. Donc ça va être intéressant parce qu'on peut effectivement avoir une partie de notre donnée qui va se recharger et on peut choisir ce que l'on veut faire. Ce que l'on peut aussi faire, c'est limiter les données que le serveur va nous renvoyer. Donc dans notre home controller, on s'imagine qu'on lui envoie aussi la date du jour. Date, et on va renvoyer un new date time, comme ceci. Hop, ce datetime va automatiquement être sérialisé et on s'imagine que, je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble, on va peut-être faire un petit console.log de date, histoire de se remémorer un petit peu les choses, et on va recevoir cette nouvelle propriété date à ce niveau-là. Si je regarde dans ma console, j'ai bien une date qui est une chaîne de caractères, enfin plutôt un objet qui contient une clé date puis d'autres informations.
Moi, je ne vais pas m'embêter ici, je vais simplement lui dire, après le nom, j'aimerais bien que tu affiches la date comme ceci. Voilà, donc je réactualise, on a bien notre date. Quand je clique sur incrémenter et puis régénérer, on voit que la date change et ici, le nom change aussi. Mais dans la partie Inertia Link, vous pouvez lui dire, tiens, je n'aimerais bien que tu ne changes que la propriété name. Et dans ce cas-là, si je réactualise la page, je clique sur incrémenter, je régénère un nom et on voit que à ce niveau-là, la date ne change jamais. Si on regarde le retour côté serveur, donc ici, je regarde le retour côté serveur en XHR. Lorsque j'ai demandé les propriétés, on voit bien que la propriété date n'a pas été renvoyée. Il n'a renvoyé que les propriétés que je lui ai demandées. Et du coup, il ne mettra à jour que le nom, tout en gardant la date du premier chargement. Donc ça, encore une fois, ça peut être intéressant quand vous soumettez un formulaire, par exemple, qui est sur une page complexe. Vous n'avez peut-être pas envie de toutes les informations du formulaire. Vous ne voulez peut-être que la présence d'un message de succès ou des erreurs de validation. Donc ça vous permet de limiter ce que le serveur va vous renvoyer. Donc toutes ces méthodologies-là sont intéressantes si on s'imagine vraiment être dans le cadre d'un dashboard. Si on est dans le cadre d'un dashboard et que l'on clique pour réorganiser les données, ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va pouvoir garder les différentes actions qui sont faites par l'utilisateur et finalement ne lui renvoyer que les données triées et automatiquement il mettra à jour tout notre composant. Et c'est super intéressant parce que on va garder par exemple des états qui pourraient contenir les éléments qui ont été cochés par l'utilisateur ou des petites informations, ce genre de choses. Et c'est super pratique en fait d'avoir le rendu côté client et vous le voyez, on ne s'embête pas pour la partie API. On fait comme si on rendait une vue Blade, sauf que finalement on utilise le rendu avec des composants clients. Alors ce que je vous propose, c'est de pousser un petit peu plus loin, donc on va essayer de mettre un petit peu plus de design à ce niveau-là, et ensuite on va essayer de traiter un formulaire, parce que moi c'est souvent ça qui est assez compliqué, donc je me demande comment ça fonctionne avec Inertia. Donc au niveau de cette application, j'ai déjà créé des données et on va les initialiser. Donc on va faire un PHP artisan make.model et on va créer un modèle property. Je vais ensuite lui demander de créer un seeder, donc on va faire make.seeder et on va l'appeler property seeder. Et enfin, on va faire un PHP artisan make.migration et on va l'appeler getProperties table. Voilà, comme ça on aura à peu près la structure générale. Alors d'abord, on va commencer par notre migration qui va permettre de définir les différentes données. Donc dans notre partie database, et on va ouvrir le fichier create properties, je vais lui demander de créer du coup ma table. Alors là, vous pouvez copier si ça vous intéresse. Je vais passer vite parce que c'est pas vraiment l'objectif. Donc je crée toutes les informations qui sont liées à nos biens immobiliers et je drop si jamais ça n'existe pas. Ensuite, on va aller créer notre seeder, donc c'était le property seeder, et on va lui demander d'enregistrer une cinquantaine de biens immobiliers pour pouvoir tester les choses. Donc je lui dis à ce niveau-là, pour i allant de 0 à 50, j'aimerais bien que tu utilises Faker et tu vas rentrer différentes informations. Donc ça, cette syntaxe-là, elle vient de PHP 8, donc je peux l'utiliser comme ça. Et pour pouvoir utiliser Faker, il faut que je l'injecte au niveau du constructeur, donc on va faire une fonction publique qui va s'appeler construct, et à l'intérieur, j'aurai une propriété privée qui sera un générateur de Faker. Voilà. Donc là, encore une fois, syntaxe de PHP 8, on peut faire directement les propriétés, on n'est pas obligé d'initialiser, c'est plutôt pas pratique. Alors mon IDE, par contre, râle complètement, parce qu'ici, je lui ai dit que je supportais PHP 7.3, ce n'est plus le cas ici. Voilà, là, je vais vraiment supporter que PHP 8. Ce seeder étant créé, je vais à ce niveau-là lui dire, justement, lorsque tu fais un run, j'aimerais bien que tu appelles les différents seeders, et on va en avoir un seul pour l'instant, qui est notre property seeder. Voilà, hop. Je vais pouvoir remplir ma base de données, donc je vais faire un coup de PHP artisan migration .refresh-seed, histoire qu'il remplisse l'ensemble des données. Donc là, il râle un petit peu parce que j'ai utilisé une base de données existante, mais les données sont bien rentrées. Maintenant, j'aimerais bien avoir, par exemple, un listing de biens immobiliers en utilisant justement le système de Inertia. Donc je vais commencer par créer un nouveau contrôleur. Donc ça, c'est vraiment classique, on crée simplement un nouveau contrôleur en faisant PHP artisan make .controller. On va l'appeler property controller. Et ensuite, on crée notre contrôleur classiquement, sauf qu'au niveau de la partie rendu, on rendra un composant Inertia. Donc je crée une fonction ici, index, et à ce niveau-là, je vais lui dire j'aimerais bien récupérer tous les biens immobiliers. Donc je vais utiliser mon modèle property et je vais tous les récupérer. On ne va pas faire de pagination aujourd'hui. Et je vais retourner ma vue Inertia. Donc j'utilise Inertia et je vais utiliser la méthode render.
Donc on va créer peut-être des sous-dossiers à ce niveau-là, et dans le dossier Property, on chargera le composant qui va s'appeler Property Index. Je vais lui passer ensuite l'ensemble des biens immobiliers avec une propriété qui s'appellera Properties. Et on lui passe les items. Maintenant, je vais aussi créer une nouvelle fonction publique qui va permettre d'afficher un bien en particulier. Je vais lui demander de récupérer le modèle automatiquement. Et une fois qu'on aura ce modèle-là, je vais retourner une vue inertia, encore une fois. Et cette vue s'appellera Property Show. Donc là, Property Show. Et ensuite, je lui passe le bien immobilier en question, donc Property, et je lui donne Property converti sous forme de tableau. Alors attention, vous pouvez directement envoyer les données, elles vont être sérialisées, mais si vous faites ça, pensez à n'envoyer que les données importantes. Si vous avez des modèles qui contiennent des informations sensibles, il faudra bien faire attention au niveau de cette étape de normalisation pour ne pas envoyer n'importe quoi. Là, c'est à peu près les mêmes conditions que l'on aurait si on faisait une API. Faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc maintenant que j'ai ces deux actions, je vais aller créer au niveau de mes routes ces choses-là. Donc dans mon web.php, je vais lui dire, j'aimerais bien que lorsque je me rende sur la page d'accueil, on ait le property controller, et ça sera l'action index. Par contre, lorsque je me rends sur /bien/un ID, property par exemple, j'aimerais bien que tu utilises encore une fois ce property controller, qu'on va peut-être simplifier, property controller, et ça sera l'action show. Et tu lui passeras automatiquement le bien en question. Dans mon app.jsx, je vais charger mon CSS. Alors ça, c'est un CSS que j'ai déjà préparé pour ce tutoriel-là, mais vous pouvez adapter, vous pouvez utiliser Bootstrap ou ce que vous voulez. Et moi, mon CSS, c'est style.scss. Je vais changer un petit peu le layout, donc on va aller modifier le composant layout et je vais copier-coller directement mon code, donc ça ressemble à ça. Donc c'est un layout avec des liens et j'ai juste fait en sorte que lorsque l'on clique sur le logo, ça soit un inertia link plutôt que d'être un lien normal. Et ça, je le return. Maintenant, je vais pouvoir créer ma page Property Index. Donc dans le dossier page, on va avoir un sous-dossier qu'on va appeler Property. Et dans ce dossier-là, on aura notre Property Index.jsx. J'exporte par défaut une fonction qui va s'appeler Property Index. Elle prendra en paramètre la liste des biens immobiliers, Properties, et ensuite je vais pouvoir retourner une div, et à l'intérieur je vais pouvoir lui dire il faut que tu mappes sur l'ensemble des propriétés, et pour l'ensemble de ces biens, j'aimerais bien que tu affiches par exemple simplement le titre pour l'instant. Donc on affichera un LI, hop, et à l'intérieur de ce LI, on aura le p.title. Et attention, là, vu que je veux faire un return directement, c'est des petites parenthèses. Je sauvegarde, je réactualise ma page et j'ai bien l'ensemble de mes biens immobiliers. Si je souhaite me rendre sur un bien en particulier, il me suffira de faire un inertia link. Moi, ce que je vais faire plutôt ici, c'est que je vais aller dans mon dossier JS, créer un nouveau composant qui va me permettre de représenter un bien immobilier. Donc, je vais créer un dossier que je vais appeler Components et dedans, je vais créer un property.jsx. Ici, ça va être pareil, je vais copier directement le code que je tire de notre projet. Basiquement, je récupère les informations liées au bien immobilier en question et je génère mon code HTML. Il y a juste ici le prix. Alors le prix, je vais le formater côté client et du coup, je vais aller créer un nouveau composant que je vais appeler formatted number.jsx. Et là, c'est pas un composant bien compliqué, c'est simplement un composant qui se base sur la global int, qui est une globale qui est disponible sur les navigateurs et qui permet d'internationaliser des nombres. Donc ça, c'est super méga pratique. Voilà, donc je vais importer ça et on est bon. Donc là, j'ai mon composant qui est capable justement de créer un bien immobilier. Composant que je peux utiliser dans mon property index à ce niveau-là. Hop, sauf que je veux alterner en fait le type à utiliser, donc je vais récupérer aussi l'index pour lui demander de rajouter un property large, ça permet dans la grille d'avoir un petit peu de différenciation. Donc je réactualise ma page et on voit que ça fonctionne bien. Il y a juste peut-être un petit détail, c'est que le CSS n'a pas l'air de bien fonctionner. Parce que dans mon layout ici, je charge app.css, mais en vrai mon CSS s'appelant style.scss, voilà, je me suis trompé. Donc je réactualise la page et là on a bien nos différents biens immobiliers
que je dois mettre dans une div particulière, voilà, pour qu'il s'affiche sous forme de grille. Et là, on a bien notre page avec nos différents biens. Et ça, c'est entièrement chargé côté client. Donc ça, c'est très important. C'est pas forcément effectivement le meilleur exemple. Si un moteur de recherche venait à charger cette page-là, lui, il ne verrait rien. Hein. J'insiste sur ce point, il ne verrait que ça. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur cas pour illustrer les choses, mais c'est le seul truc où j'avais une petite maquette. Lorsque je clique, j'aimerais bien aller sur l'autre page. Si vous avez compris la logique, hein, c'est toujours la même chose. On va aller créer notre composant, donc on va l'appeler property show.jsx. Dans ce composant-là, on va créer notre fonction qui récupérera les informations et affichera bien les choses. Donc là, je vais directement copier du code. Hein. C'est pas forcément la partie la plus intéressante. Donc je vais juste scroller un petit peu, voilà, pour qu'on voit mieux le site. Donc si je clique sur ce lien-là, hop, je vois bien que j'ai le bien qui correspond, qui est affiché. Et sur ce bien-là, j'aimerais bien avoir un petit bouton « Contacter l'agence » qui permette d'afficher ce formulaire-là. Et lorsque l'on soumettra le formulaire et que l'on cliquera sur... Alors, commenter, c'est pas le bon terme, ça serait « Nous contacter », mais j'aimerais bien que ça envoie un mail et que ça fasse un traitement. Donc là, ça va être plutôt du traitement qui va être fait côté serveur. Donc d'abord, on va créer un état qui va permettre d'afficher le formulaire. Donc on va créer un const, on va l'appeler « showForm » et on va mettre « toggle » et on va mettre set show form. Et ça sera un use state. Donc c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que là on va partir sur du front-end directement. Mais on n'a pas besoin de s'occuper des données parce que les données sont générées côté back. Donc c'est le back qui s'est occupé de nous envoyer la propriété. Là on s'intéresse juste à la logique de notre affichage. Par défaut on va mettre ça à false. Et ensuite on va créer une constante. Moi je fais ça juste pour que ça soit un poil plus simple ensuite dans notre vue. Et on va lui demander... Lorsque tu fais un toggle form, je veux que tu fasses un set show form et que tu mettes ça à true. Je vais maintenant aller changer mon code à ce niveau-là. Donc j'ai un simple formulaire HTML basique et je vais lui dire de ne l'afficher que si on a le show form. Comme ceci. Donc ce formulaire va disparaître de notre page et je vais lui demander d'afficher les actions seulement si on n'a pas show form. Voilà. Show form. Et si ce n'est pas disponible, dans ce cas-là, on affiche ces informations-là. Juste en dessous, je vais mettre « Nous contacter ». Maintenant, il va falloir mettre en place un système qui va permettre de traiter ce formulaire-là. Donc au niveau de mon contrôleur, ici dans mon property controller, on s'imaginerait qu'on aurait peut-être une nouvelle fonction que l'on appellerait ici contact, qui permettrait de nous contacter. Cette fonction, elle ferait un traitement particulier, elle redirigerait peut-être. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas, donc pour l'instant, je vais simplement mettre une chaîne de caractères. Ça prendra bien un bien immobilier, et la route qui correspond, donc si je viens dans mon web.php, ça sera bien / l'id du bien / contact. Et ça sera quelque chose que l'on appellera du coup en post. Pour cette partie traitement de ce formulaire-là, on peut repartir vraiment sur du Laravel classique. On va faire un PHP artisan make de .request et on va créer une request pour les formulaires de contact. Je vais ensuite modifier cette contact request à ce niveau-là. D'ailleurs, on va peut-être la renommer parce que c'est pas forcément le meilleur nom. On va l'appeler contact request. Hop là, sans faire d'erreur de typo. Voilà. Et on va effectivement renommer le fichier. J'autorise tout le monde à accéder à ça. Vous pourriez vraiment avoir des règles aussi sur les conditions d'utilisateur. Et ensuite, je vais mettre des conditions. Au niveau des règles de validation du formulaire, je vais lui demander que le nom d'utilisateur ait au maximum 50 caractères, que l'email soit correctement un email et que le message fasse plus de 10 caractères. Voilà. Je vais maintenant utiliser cet objet request au niveau de mon property controller à ce niveau-là, ce qui permettra d'avoir automatiquement la validation. Donc là, je vais utiliser contact request et on va l'appeler request. Donc à ce niveau-là, vous pourriez faire un mail, send, envoyer votre email, faire votre traitement, et une fois que l'on a fini, si on est satisfait, on return un redirect, on renvoie vers la page précédente, back, et on le renvoie avec un message de succès. Donc par exemple, on lui dit merci de nous avoir contactés. À ce niveau-là, encore une fois, et comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose de particulier, c'est vraiment du Laravel classique. D'ailleurs, on n'en a pas forcément parlé, mais on peut se demander qu'est-ce qui se passe si je fais un session, donc je vais utiliser la façade, et que je flash un message de succès, comme ceci. Et on mettrait « Merci pour votre visite ». Si on regarde le retour qui est renvoyé, on va regarder le retour lors d'une navigation. Je clique ici, hop. Dans mon onglet « Réseau », je vais regarder qu'est-ce que nous renvoie Laravel au niveau des propriétés. Donc lorsque je me rends sur le bien, on voit qu'on a des propriétés qui correspondent à notre bien, mais on a en plus une propriété « Errors ». Alors qu'à aucun moment on lui passe ici errors.
Donc ça, c'est quelque chose que fait automatiquement en fait Inertia, c'est que si par exemple il y a des erreurs dans la session, il va automatiquement les envoyer à notre vue qui va pouvoir adapter les choses. Mais vous pouvez tout à fait lui demander d'envoyer d'autres propriétés automatiquement. Et ça va se gérer justement au niveau du middleware, du handle Inertia Request. Si je descends un petit peu, vous avez le share. Share va vous permettre de définir des propriétés qui vont être partagées par défaut. Donc moi, ce que je peux faire, c'est lui donner ici une propriété flash. Et je vais lui dire dans Flash, j'aimerais bien avoir Success, et je vais lui expliquer justement comment récupérer les informations. Donc pour avoir les informations qu'il faut mettre dans Success, je peux faire un request, je vais ensuite lui demander de récupérer la session, et dans la session, je vais récupérer la clé Success. Voilà, comme ça maintenant, je vais avoir une clé Flash qui contiendra les informations. Je me rends sur la page d'accueil, je reclique ici, je regarde mon retour et dans les propriétés, j'ai maintenant Flash qui contient Success avec mon message de succès. Et vu que j'ai cette propriété-là, je pourrais simplement au niveau de mon propertyshow.jsx récupérer mes messages Flash et lui dire tout en haut, si on a un message de succès par exemple, mettre flash.success. Et vous pouvez comme ça passer des informations de votre serveur vers votre front. Ça peut être intéressant. Ça peut permettre de savoir si le formulaire a bien été posté. Alors justement, on va en parler de ce formulaire, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, parce que quand on veut faire du front-end, c'est pour avoir des pages dynamiques avec des formulaires qui se remplissent en Ajax, tout ça. Alors vous pouvez tout à fait faire ça à la main, mais vous avez une petite librairie qui va vous servir de helper. Alors on va quand même regarder la documentation pour que je vous montre. Donc ça, c'est la méthode entre guillemets classique, c'est que globalement, vous allez mettre un onSubmit sur votre formulaire. Lorsque vous soumettez les informations, vous pouvez demander d'appeler manuellement, faire une navigation manuelle avec Inertia. Vous pouvez lui dire « J'aimerais bien que tu postes ça » et voilà les valeurs à envoyer. Automatiquement, il va faire une requête en post et il va recevoir du serveur un composant et va re-rendre votre page. C'est plutôt classique à ce niveau-là. Bon, le problème, c'est que c'est un petit peu pénible à écrire. Au niveau des explications, il vous dit qu'au niveau de la partie de la Laravel, vous n'avez pas grand-chose de plus à faire finalement. Vous faites votre traitement et ensuite vous faites un redirect. Automatiquement, ce redirect va être bien interprété par le système de Inertia et il va bien charger vers votre composant. Ensuite, il y a un petit laïus sur la partie upload de fichiers. On vous dit justement que plutôt que d'utiliser du JSON, il faudra utiliser des données sous forme de form data. Donc ça permet d'envoyer en plus des fichiers. Et après, on a le fameux form helper. Donc le form helper va simplifier toute cette partie de traitement et va vous permettre de faire les choses beaucoup plus simplement. Donc si on veut l'utiliser, il faut importer ça. Et je me dis peut-être que ça va être compliqué si on commence à mettre toute la logique ici. Donc je vais aller créer un nouveau composant. Hop. Et on va l'appeler contact form.jsx. C'est l'intérêt du front-end, il ne faut pas hésiter à morceler un petit peu notre application. Et on va exporter une fonction. Et cette fonction va s'appeler contact form. Et on lui passera en paramètre l'ID du bien, par exemple. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de toutes les informations supplémentaires. Au niveau de ce property show, je vais aller retirer notre formulaire, parce que c'était très compliqué, et je vais lui demander maintenant d'utiliser notre contact form. Et je lui passerai l'ID du bien, et ça sera property.id. Voilà, hop, je viens là, et ensuite, ici, je retourne mon formulaire. Donc dans ce formulaire, on va importer cette partie Inertia React, le hook useForm, donc ça c'est un hook qui est propre à Inertia React. Ce hook, je vais l'utiliser ici. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il renvoie. Il renvoie les données. Il renvoie le setData qui permet de modifier une donnée. Post qui va permettre de déclencher la soumission du formulaire. Processing qui permet de savoir si le formulaire est en train d'être soumis. Et Errors qui permet de contenir les erreurs de validation. On fait un useForm et ensuite on envoie les données initiales. Donc moi, pour ne pas m'embêter, je vais mettre des données initiales qui sont déjà pré-remplies. Comme ça me permettra de ne pas avoir à remplir le formulaire. Donc on va avoir un email, on va avoir un username qui sera le pseudo de l'utilisateur. On va mettre John Doe. Et on aura ensuite un message qui contiendra quelques caractères, mais pas suffisamment pour passer la règle de validation. Une fois qu'on a ces données-là, on va pouvoir les passer au niveau de nos formulaires. Donc là, on aura un data. Vous le devinez, email. Et ensuite, on aura un onChange. Donc dès que les valeurs changent, on va lui demander de faire un setData pour le champ email. Et on va lui passer les données de notre champ. Voilà, et il faudra faire la même chose pour nos différents champs. Donc ça, c'était plutôt pour le username finalement. Hop.
Et ensuite, la même chose pour notre texte AREA. Hop, sauf que là, la valeur, ça sera message. Hop, message et message. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais sauvegarder et peut-être mettre dans notre property show que par défaut, on veut afficher notre formulaire. Comme ça, on ne s'embêtera pas. Donc, je réactualise ma page et on a bien notre formulaire. Lorsque je vais cliquer sur soumettre, il va falloir soumettre le formulaire. Donc, on va créer une fonction qui va s'appeler handle submit. Cette fonction, elle prendra en paramètre l'événement, donc E. On pensera tout de suite à faire un e.preventDefault, sinon le formulaire va se soumettre classiquement. Et ensuite, on va lui demander, j'aimerais bien que tu postes sur /bien, /l'id de mon bien. Donc, on va utiliser des backticks. Et ensuite, contact. Pas besoin de lui passer des données parce qu'il les récupère automatiquement à ce niveau-là, on ne s'embête pas. Ce qu'on peut faire, c'est au niveau du bouton, mettre un disabled et lui dire il faudrait que tu désactives le bouton si effectivement on est en train de soumettre les informations, s'il y a du traitement en cours. Maintenant, il faut que je passe handle submit au niveau du unsubmit de mon formulaire, comme ceci. Si maintenant je reclique sur nous contacter, on pourrait être étonné de ne pas avoir d'erreur de validation, on s'attendrait peut-être à avoir une 400 ou un truc qui disent qu'il y a des erreurs de validation, mais c'est normal, en fait, notre contact request va valider les données, il va voir que les données ne sont pas correctes, et il va rediriger vers la page show, et dans notre propriété, dans nos propriétés plutôt, ici, hop, on va bien voir à ce niveau-là qu'on a bien les erreurs de validation. Si maintenant je veux traiter ces erreurs-là, je les ai simplement dans mon objet errors, hop, qui se situe en résultat du useForm. Si je regarde ma console, j'ai bien mon message et je pourrais afficher ces erreurs-là. Donc voilà comment ça peut fonctionner. Après, attention, cette librairie a quand même un petit inconvénient, c'est qu'elle vous oblige ici à faire le set data pour pouvoir setter les données que vous allez envoyer à votre formulaire. Et je trouve pas ça forcément super optimal dans le sens où effectivement vous allez avoir un rendu en permanence. Si par exemple je remets mon console.log, dès que je vais taper, on voit que à chaque fois il re-rend ça. Donc là, ça peut être intéressant d'utiliser d'autres librairies comme par exemple React UseForm pour gérer la partie de traitement et gérer ça un petit peu différemment. Donc à travers ce formulaire, ça vous permet aussi de mieux comprendre comment fonctionne vraiment la logique d'Inertia. Dans un cadre classique, ce que l'on ferait, c'est qu'on aurait notre formulaire, on soumettrait à une API qui comprendrait le JSON ou les formes data, et ensuite qui nous renverrait une réponse que nous, on devrait interpréter côté client. Donc ça serait une réponse qui contiendrait peut-être des erreurs formatées d'une certaine manière, tout ça. Avec Inertia, c'est légèrement différent dans le sens où, effectivement, finalement, on va quand même contacter une API, mais c'est Inertia qui va piloter le composant à rendre. Donc on peut s'imaginer que quand on poste un formulaire, on peut soit être redirigé vers la même page, soit être redirigé vers une page différente, soit charger des composants différemment, et c'est le serveur qui va piloter ça. Donc il peut faire appel à la base de données, faire des traitements un petit peu plus complexes, et ça peut être intéressant. Après, c'est effectivement particulier, mais je trouve que ça peut être intéressant dans certaines situations. Peut-être une chose dont je n'ai pas parlé, c'est les chargements. Qu'est-ce qui se passe si le site est lent? Donc on va aller dans l'onglet réseau, on va couper ça et on va se mettre sur une connexion un petit peu lente. On va aller sur une 3G un petit peu lente et on va cliquer ici. Donc on voit que visuellement à l'écran, il ne se passe rien. Alors ce que l'on pourrait faire, c'est écouter les événements de Inertia et rajouter des comportements pour afficher peut-être un loader ou ce genre de choses. Mais vous pouvez avoir un loader global que vous allez afficher sur votre page. Alors il est dans un package qui est un petit peu différent, il n'est pas dans le package directement. Donc c'est Inertia Progress et vous pouvez avoir un indicateur de progression. Pour l'installer, vous faites juste un yarn add et ce truc-là. Donc on va aller l'installer tout de suite. Et ensuite, vous le chargez dans votre page et vous faites un init. Vous avez quelques petites options de configuration et nous, on va aller le mettre dans notre app.js. On va se remettre en connexion rapide. Hop. Donc tout en haut, je vais charger Inertia plutôt Progress. Je vais l'initialiser et je vais lui dire, hop, j'aimerais bien que tu inclues le CSS, j'aimerais bien que tu attendes un petit délai. Donc si la page est très rapide, t'affiches même pas le loader. Et par contre, j'ai jamais essayé, je vais mettre le show spinner à true. Voilà, pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc si je fais ça, et que je me mets maintenant en 3G un petit peu lente, lorsque je vais cliquer sur un lien, vous allez voir que vous avez cette petite barre de progression qui s'affiche en haut avec le petit spinner à ce niveau-là. Donc ça permet à l'utilisateur d'avoir un petit retour visuel sur ce qu'il est en train de se passer.
Ça permet aussi d'illustrer une différence avec une application qui serait full front-end. Une application full front-end, ce qu'elle pourrait faire, c'est que lorsque l'utilisateur clique, elle peut directement aller sur la page suivante parce qu'elle a déjà le JS pour cette page suivante. Et une fois sur cette page suivante, elle peut afficher un état de ghosting par exemple, puis ensuite charger les données. Là, le problème, c'est qu'on est obligé d'attendre le retour serveur pour savoir quel composant charger. Donc on ne peut pas réagir instantanément lorsque l'utilisateur a cliqué sur la page. Il va falloir attendre le retour serveur pour savoir « Ah, ben c'est ce composant que je dois charger » pour ensuite charger la page. Donc c'est quand même aussi une différence à ce niveau-là, au niveau de l'expérience utilisateur. Encore une fois, pour un dashboard, ça peut être largement suffisant. Donc nous ici, hop, on va enlever les options de progression et on va laisser l'option de base. Donc ça, je vous conseille de le faire, hein, c'est important. Vu que vous avez une navigation côté client, c'est important de donner un retour à l'utilisateur sur l'état de chargement de la page, parce que sinon il pense que son clic a été ignoré et c'est pas forcément tip-top comme expérience utilisateur. Enfin, dernière petite chose avant de nous quitter, l'avantage c'est que vous avez une navigation côté client, donc ce que vous pouvez faire c'est profiter de fonctionnalités avancées qu'on ne pourrait pas forcément faire dans une navigation classique. Par exemple, mettre en place des transitions entre les pages intéressantes. Alors vous pouvez utiliser plein de librairies, nous on va en utiliser une rapidement aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur le sujet, c'est Framer Motion, qui permet en fait d'avoir une animation de layout, et ça c'est quand même vraiment pratique. Donc on va aller sur la partie API, et nous ce qui va nous intéresser c'est le Animate Shared Layout, qui permet d'animer vraiment un layout. Donc on va commencer par installer Framer Motion, donc on va faire un yarn, yarn add Framer Motion. Alors par contre aussi attention, ça a quand même un poids assez important. Donc ça, c'est pas à négliger quand vous pensez votre application. Et au niveau de notre code, au niveau de notre layout, on va entourer notre application du Animate Share Layout, qui va permettre de conserver la position de certains éléments. Donc on va importer, je ne sais pas s'il ne va pas l'importer automatiquement, on va essayer ça. Là, on va mettre Animate, voilà, il l'importe, super. Ok, depuis Framer Motion. Et on entoure nos éléments. Hop, comme ceci. Maintenant, on va baliser certains éléments. Par exemple, j'aimerais bien une transition au niveau de l'image. Donc, mon image, je vais la baliser au niveau de mon composant Property. Alors, c'est pas celui-ci, c'est property.jsx. Je vais lui dire que l'image, ou plutôt la div qui contient l'image, va être une motion.div. Et je vais lui donner un layout ID qui est un identifiant unique qui va permettre de l'identifier. Et ça sera image suivi de l'ID du bien en question. Et là, je vais ensuite importer en haut motion. Et comme ceci, depuis Framer Motion. Maintenant, il va falloir que je lui dise où se trouve l'image dans le point d'arrivée, donc lorsque je suis ici. Donc je vais aller dans le property show, parce que c'est là où on a notre image. Je vais importer aussi motion. Je vais lui dire au niveau de cette div-là, ou même de ce lien-là, on va carrément prendre la div, ça va être motion.div, et je lui dis le layout ID, c'est la même chose que ce que j'avais au niveau de mon property. Donc je prends la même chose. Ce truc-là. Sauf que ça sera property.id dans mon cas. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour que Framer fasse sa petite magie. Et maintenant, lorsque je navigue d'une page à l'autre, hop, on a cet effet-là. Après, on pourrait rajouter d'autres effets d'animation sur les différents éléments pour pouvoir avoir une transition un petit peu plus fluide. Je veux que les métadonnées, par exemple, apparaissent avec un petit effet de transition par le haut. Donc on va utiliser une motion div. On va lui dire, je veux que tu animes avec un Y qui descend et une opacité qui passe de 0 à 1. Et tu mets un léger délai. Je vais aussi animer le H1, donc pareil, motion H1, je mets la même chose, et je vais lui dire par contre, je ne veux pas de délai dans ce cas-là, donc pas d'information sur la transition. Hop, et on voit qu'on a ces deux effets-là. On va faire la même chose sur les boutons, qui sont les boutons finalement affichés par défaut. Donc si on n'a pas de formulaire, je veux que tu affiches ça, et que tu utilises cet effet d'animation comme ça. Et là, on mettra une transition avec 0,2. Enfin, on va animer peut-être le reste, donc c'est carrément tout le body. Mais pour le body, on va être un petit peu plus subtil, on va pas bouger tout en Y parce que ça va être trop déstabilisant, on va juste changer l'opacité et on va mettre un délai de 0,3. Voilà, hop. Donc je reviens au niveau de ma page et je vais mettre que par défaut, le formulaire n'est pas affiché. Je réactualise et voilà à quoi ça ressemble. Bon, l'effet n'est pas forcément ouf parce que le décalage n'est pas tip-top et puis l'animation n'est pas tip-top, mais ça peut vous donner déjà une piste. Si je me rends sur la page d'accueil et que je clique sur un bien, ça donne ça. Et ça donne une transition qui est vraiment celle que l'on aurait, par exemple, sur une SPA classique.
peut-être un dernier tout petit truc pour terminer, et après, promis, on a terminé. On va reprendre ce petit bouton-là, voilà, et on va s'imaginer qu'on le met au niveau de notre bouton appelé ici. Donc je vais m'imaginer que j'ai un état, voilà, et je vais m'imaginer qu'au niveau de mon bouton qui a le texte appelé, on affiche l'incrémentation, et ensuite on lui dit onClick, je veux que tu incrémentes. Si je sauvegarde, alors je vais réactualiser la page, voilà, je peux cliquer et j'ai ce bouton. Je clique maintenant sur la page d'accueil, je clique sur retour, et le bouton ici est revenu à 0. C'est tout à fait logique parce qu'on a refait une navigation et on a perdu finalement notre état. Donc en soi, rien de très étonnant à ce niveau-là. Mais il faut savoir que vous avez la possibilité, plutôt que d'utiliser un use state, vous pouvez utiliser un use remembered state. Donc ça, c'est un hook qui est proposé par Inertia React, qui est d'ailleurs pas documenté, donc ça c'est vraiment sympa. Hop, donc on va l'importer depuis @inertia React. Et ce hook va permettre en fait de sauvegarder un état malgré la navigation. Donc il va le sauvegarder dans l'historique. Si je clique sur appeler, on voit que j'ai 3 ici, je vais sur la page d'accueil, je reviens en arrière et j'ai toujours 3. Donc ça peut être super intéressant, par exemple dans notre cas de formulaire ici. Si je clique sur contacter l'agence, donc je réactualise la page, je clique sur contacter l'agence, je m'imagine remplir les informations, je fais ça, et quand je reviens en arrière, mon formulaire est resté affiché. Donc ça c'est super hein, parce que l'utilisateur il ne perdra pas finalement ses données et c'est le genre de truc hyper pénible en fait. Quand vous naviguez, vous dites ah mince, j'aimerais bien que le formulaire soit conservé. Ça c'est gratuit à ce niveau-là. Donc vous pouvez garder. Alors, il ne faut pas forcément l'utiliser pour absolument tout, mais certains états peuvent être conservés entre les différentes navigations. Et ça c'est plutôt intéressant. Aussi, par défaut, je ne l'ai pas forcément précisé, mais quand je clique à ce niveau-là, vous voyez qu'on renavigue en haut de la page. Et quand je reclique sur la page d'accueil, on en est bien remonté tout en haut. Vous avez la possibilité, lorsque vous naviguez d'une page à l'autre, de lui demander de conserver le scroll. C'est juste au niveau des Inertia Link, vous avez une propriété qui s'appelle Preserve Scroll Position, qui vous permet de conserver ça. Donc ça peut être utile si quand vous cliquez quelque part, vous ne voulez pas forcément revenir ailleurs. Mais dans tous les cas, dans le cadre d'un retour arrière, il rescrolle bien à la bonne position. Donc ça, vous n'avez pas à vous en soucier. C'est aussi géré par Inertia à ce niveau-là. Et voilà pour cette petite présentation finalement de cet outil-là. Alors personnellement, ce n'est pas un outil qui m'avait convaincu la première fois que je l'avais découvert parce que je trouve que l'approche est un petit peu particulière. Moi, je viens plutôt de la partie front-end et c'est vrai que faire un routeur et faire le reste avec entièrement du front, c'est quelque chose que je sais faire. Et du coup, c'est vrai que Inertia m'a semblé être une approche un petit peu étrange du problème. Cependant, je pense que ça peut être intéressant dans un projet à certains endroits. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça peut être intéressant pour tout un projet basé sur Inertia, étant donné que le côté blocage du rendu côté serveur est un petit peu problématique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que par défaut, il ne va pas venir styliser des liens classiques. Donc je pourrais tout à fait m'imaginer que j'ai le bouton acheter actualité qui mène vers des pages statiques qui sont faites avec du Blade et pas forcément de composants React, mais par contre lorsque je clique sur un lien particulier, là c'est Inertia qui va gérer quelque chose en particulier, qui va gérer le traitement et qui va faire la suite de la navigation. Et on peut avoir des pages qui sont fonctionnel avec Inertia et des liens qui repointent vers des pages classiques. Donc si on s'imagine par exemple typiquement un e-commerce, on pourrait avoir des pages du e-commerce qui seraient gérées classiquement, toutes les pages qui seraient publiquement visibles, mais par contre toute la partie gestion du panier et la partie tunnel d'achat commande qui serait gérée via Inertia et ça serait géré finalement assez simplement parce que c'est le back-end qui gère les données. On n'a pas forcément besoin de s'embêter à faire toute la partie routeur, créer une API qui aurait peut-être différents formats différents. Là, on peut tout gérer côté back. Et ça peut être intéressant. Donc pour moi, je trouve que c'est un outil qui, dans certaines situations, peut être pertinent et peut vous permettre d'avoir un premier pas avec des technologies front-end. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est Inertia et son utilité. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!